Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. Zoom aujourd'hui sur le DeFi Aggregator. DeFi, vous connaissez, petit terme accrocheur qui représente une grande facette de l'univers de la blockchain. Cette infrastructure financière numérique élimine théoriquement le besoin d'une banque. Avec notre expert, on essaiera de comprendre l'intérêt et l'avantage pour l'investisseur de s'en servir. Et puis, dans Jeux Patrimoine, nous parlerons d'assurance emprunteur. Ceux qui ont déjà réalisé une demande de prêt le savent, il vous est dans la majorité des cas demandé de souscrire à une assurance, aussi bien pour vous protéger, celui ou celle qui demande le prêt, que pour protéger l'organisme prêteur. On fera le point sur l'intérêt pour vous, épargnants, les garanties qu'elle offre aussi cette assurance. On parlera également des avancées dans le dispositif, car il est à présent possible de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Smart Patrimoine, c'est parti. Et d'abord, comme tous les mercredis, je vous le disais, Zoom Crypto dans Smart Patrimoine. On va parler de finances décentralisées. Aujourd'hui, il faut dire qu'elle explose en termes de popularité. En un an, le nombre total d'adresses interagissant avec les protocoles DeFi est passé de 25 000 à près de 3 millions. Pour en parler justement, notre invité aujourd'hui, c'est Mounir Benchemled. Il est fondateur de Paraswap et nous l'accueillons en visioconférence. Bonjour Mounir. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Eh ben non, merci à vous de nous accompagner en visio aujourd'hui. Paraswap, agrégateur de plateformes d'échange décentralisées. Mounir, pour l'expliquer simplement, à l'instar de Booking, c'est ça pour les hôtels et les appartements. Vous allez chercher le meilleur prix, mais pour les transactions crypto, c'est à peu près ça. C'est très, très proche de ça, oui. C'est très semblable au comparateur de prix pour acheter des billets d'avion ou des chambres d'hôtel. On scanne l'offre qui est sur l'ensemble des échanges décentralisés et on essaie de piocher un peu la liquidité qui est là dessus et tourner des algorithmes qui vont optimiser le prix. Les comparateurs, ils vont juste pointer sur l'offre la plus favorable à l'utilisateur. En finance et en DeFi, en crypto, on peut combiner cette liquidité, c'est-à-dire on peut prendre une partie d'un échange, une autre partie d'un autre échange. C'est un peu semblable à si je prends un billet Paris-San Francisco, il se peut qu'un expédient Skyscanner, il va me router vers Londres en TGV et ensuite vers San Francisco directement. Et donc cette combinaison fait que le prix total, il est moins cher pour l'utilisateur. C'était bien de l'expliquer. On va rentrer un peu plus avec vous, encore plus même dans le détail. Est-ce qu'on peut rappeler pour ceux qui nous écoutent, Mounir, quels services financiers la finance décentralisée justement propose? Voilà, est-ce qu'on a accès à des prêts, à de l'épargne crypto? Réexpliquez-nous un peu les services financiers qu'elle offre. Oui, exactement. En fait, le but de la finance décentralisée, c'est de reprendre la finance classique et la mettre dans la blockchain et rajouter de la transparence, de l'accessibilité et de l'efficience aussi. Donc, on peut trouver du trading, ben, ça c'est normal, mais aussi du prêt, de l'emprunt, du placement, des perpetuals, bon, pour ceux qui se connaissent dans la finance, du leverage trading. En fait, tout ce qu'on trouve dans la finance classique, on le retrouve de plus en plus dans la finance décentralisée. Et comment vous expliquez-vous ce succès? Quel est l'intérêt? Vous parliez de transparence, d'efficience. Voilà, selon vous, quel est l'intérêt principal pour l'investisseur de décentraliser justement ses projets d'investissement? Alors, il y a plusieurs aspects. Premièrement, c'est une alternative à la finance classique, mais aussi en termes de coûts. Parce qu'en finance, il y a souvent beaucoup d'intermédiaires, parce qu'on va dire la finance est sécurisée par des contrats légaux, alors que la blockchain, elle est open. C'est juste du logiciel qui tourne dans la blockchain. Et donc, en fait, il n'y a pas l'aspect ce qu'on appelle enforcement, quelque chose qui va renforcer les lois quand le contrat n'est pas respecté. Donc, c'est là où on a les smart contracts qui sont des bouts de code, ou c'est un logiciel qui tourne dans la blockchain qui va faire en sorte que ce qui a été agréé, on va dire, exécuté ou implémenté, ou renforcé, comme on dit en anglais. On utilise la finance décentralisée comme une alternative. On utilise la finance décentralisée pour le coût aussi. Les coûts de transaction, ils sont beaucoup moins chers car il n'y a quasiment pas d'intermédiaire. On interagit directement avec le service sans avoir à passer par un intermédiaire. Comment vous êtes arrivé dans cet écosystème des cryptos, de la finance décentralisée? Vous vouliez répondre à quel besoin? Voilà.
Il y a beaucoup de plateformes d'échange, j'imagine que c'est aussi pour ça. Ouais. Alors, dans les cryptos, il y a des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes centralisées, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans la finance. On dépose nos fonds, qui sont des cryptos, chez cette plateforme, disons Binance ou Coinbase. Et c'est Binance et Coinbase qui vont avoir la custody, c'est-à-dire c'est eux qui vont détenir les fonds à ma place. Et pour utiliser ces fonds, pour les placer, c'est je dois donner un ordre à cette plateforme pour qu'elle puisse passer cet ordre ou faire exécuter cette opération. Alors que dans la finance décentralisée, les fonds, ils sont sous contrôle de l'utilisateur. Ça peut être sur un ledger, qui est le wallet le plus sécurisé, le portefeuille crypto le plus sécurisé, ou un MetaMask ou autre chose. Donc, je détiens mes fonds et il n'y a personne qui a accès à mes fonds. Je suis sous contrôle total sur mes fonds. Et je place ces fonds dans un logiciel qui va faire l'opération qui est souhaitable. Ça peut être un prêt, un emprunt, un trade, etc. Donc, c'est un paradigme shift qui est majeur ou qui dissocie la custody, l'aspect custody et l'aspect opération, que ce soit trading ou prêt en emprunt. Donc, on va dire, c'est ça la différence fondamentale dans les cryptos. Et l'enjeu aujourd'hui, donc, c'est de proposer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le meilleur taux d'échange finalement à l'utilisateur. Paraswap, oui, exactement. Ouais. Sur Paraswap, on est connecté à une centaine d'exchanges, de ce qu'on appelle des decentralized exchanges, donc des échanges décentralisés. La différence entre un échange centralisé et décentralisé, c'est que aussi pareil, c'est un logiciel qui tourne dans la blockchain et qui a personne qui contrôle ce logiciel. Donc nous, on est comme une couche qui tourne en dessous de ces DEX ou de ces échanges décentralisés qui cherchent à scanner la liquidité et fournir les meilleurs prix. Ça peut être pour un utilisateur final qui passe par notre interface ou une interface de nos partenaires comme Ledger Live par exemple, ou ça peut être des robots de trading, ça peut être d'autres protocoles. Par exemple, AV, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, utilise Paraswap pour optimiser les rendements. J'ai par exemple une asset qui me génère, disons, 3% par an de rendement. Mais après, il y a une autre asset qui apparaît qui génère 5%. En une seule opération, Paraswap elle est capable de passer de 3% à 5%. Et donc ça, c'est une couche qui est en dessous de Paraswap et de AV qui permet de faire cette opération. Mounir, Donc voilà, les use cases, ouais. ils sont assez différents. Une question, peu importe la taille de son portefeuille, on peut faire appel à vous? Oui, alors on est sur 5 blockchains. La première était Ethereum. Ethereum, elle est plus optimisée pour les gros montants, c'est-à-dire à partir de 100K, 1 million, etc. Peut-être même 10, 15K, mais pas moins, parce que les frais de transaction sont assez élevés. Mais sur Polygon, sur Avalanche, sur Binance Smart Chain, c'est le prix quasiment nul. On parle de quelques centimes ou parfois quelques fractions de centimes. Donc même 1 euro, il est possible de placer 1 euro. Mounir, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, j'ai dit défi, vous dites DeFi. Qu'est-ce que le DeFi Aggregator exactement? Expliquez-nous. Ouais, alors, c'est un agrégateur, dans le sens, on va dire absolu, c'est un agrégateur. C'est un agrégateur en général, c'est un logiciel qui va agréger l'offre ou la demande ou les deux. Donc, dans notre cas, on agrège surtout l'offre. Donc, Paraswap, c'est un agrégateur pour le trading. Il y a d'autres agrégateurs pour le lending. Par exemple, il y a un protocole qui s'appelle Yearn qui va chercher à optimiser les placements. Il va chercher à faire mieux que le marché en termes de rendement. Il y a d'autres agrégateurs qui vont permettre, par exemple, d'agréger toutes les plateformes DeFi ou les plateformes DeFi majeures afin qu'on ait une vision 360 sur mon portfolio, sur les différents placements que j'ai mis, sur la valeur de mon portfolio. Il y a des plateformes maintenant qui utilisent les NFT pour on va dire le portfolio, comme Nested Finance, c'est une boîte française qui permet en fait de tokeniser le portfolio entier en un NFT et qui permet en fait de nouveaux use cases. Par exemple, du copy trading comme on a sur eToro. En un seul clic, on peut copier le portfolio de quelqu'un d'autre et copier les stratégies de quelqu'un d'autre. Mais Donc en pourquoi? fait, il y a plusieurs types d'agrégateurs. Nous, on est spécialisé dans la partie trading ou la partie, ce qu'on veut dire, exécution de trade. Et pourquoi permet-il, Mounir, de réduire les frais de transaction? Comment?
Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tout simplement, on interagit directement. C'est comme si on va trader directement sur Euronext, alors que dans un cas normal, c'est pas possible. Il faut passer par des courtiers qui facilitent la passation de transactions. Et souvent, c'est pas un intermédiaire, c'est plusieurs intermédiaires. Et dans la DeFi, il y a littéralement zéro. On peut passer par des intermédiaires, mais pour des raisons d'optimisation. Par exemple, je veux ouvrir ce qu'on appelle un vault qui me permet de générer un certain type de rendement sans entrer dans les détails. Alors, je peux le faire tout seul, mais ça va prendre beaucoup d'étapes, alors qu'il y a des applications comme une qui s'appelle Argent, c'est un wallet qui permet de tout automatiser et tout faire en une seule transaction. Mais encore une fois, c'est moi qui fais cette transaction. L'intermédiaire, et cette fois-ci, c'est un logiciel qui facilite la tâche, mais j'ai toujours le choix ou bien toujours l'option de le faire directement ou bien passer par un logiciel qui me permet d'aller plus vite. Qu'est-ce qui peut influencer le prix des transactions crypto? On sait qu'on est dans un contexte géopolitique, voilà, assez particulier en ce moment, hausse des prix du gaz. Voilà, qu'est-ce qui peut influer le prix des transactions crypto? C'est basé uniquement sur l'offre et de la demande. Alors, vous me direz, c'est la même chose dans les marchés, on va Mhm. dire, internationaux pour le gaz, etc. Donc, c'est la blockchain, son aspect décentralisé fait que la sécurité du réseau, elle est faite par n'importe qui, entre guillemets. Donc, c'est n'importe qui, on les appelle des mineurs, qui tournent des logiciels et qu'il faut qu'ils arrivent à un consensus sur l'état de la blockchain. C'est-à-dire, j'ai fait cette transaction, j'ai envoyé cette somme, l'autre personne a reçu cette somme. L'ensemble de cette transaction doit être validé par un réseau décentralisé, ce qu'on appelle des mineurs. Et ces mineurs, en fait, ils ne travaillent pas bien sûr gratuitement, ils sont payés par les frais que les utilisateurs payent à chaque transaction. Le montant dépend de l'état du réseau. S'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de transactions qui se passent, dans ce cas-là, le prix des transactions, ce qu'on appelle le gaz, va monter et vice-versa. Donc, ça dépend uniquement de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup d'usages, le prix monte. S'il y a moins d'usages, le prix baisse. Il y a eu récemment quelques améliorations pour stabiliser un peu ce prix, parce qu'il y a un an, les prix, parfois, ils montaient d'une façon exponentielle. Là, aujourd'hui, ça monte doucement, mais le principe de base reste le même. Super. Dernière question, Mounir, avant de vous laisser. Dans un secteur, hein, on le voit, qui évolue quand même très très vite, comment vos technologies, elles s'adaptent? C'est au quotidien, c'est ça? C'est des changements quotidiens? Ouais, ouais, ouais. Alors ça bouge très vite. On essaie enfin, de tenir, mais aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants. Au début, en fait, on a commencé en 2019. La DeFi était en niche. Bon, la DeFi était une niche. On était 3 à 4 000 personnes maximum. Là, aujourd'hui, on parle de plusieurs millions, et chaque jour, on voit de plus en plus. Donc là, le gros changement qu'on a dû, là, on a dû s'adapter les derniers 6 mois, c'est de onboarder des personnes où c'est leur première fois qu'ils arrivent dans un protocole DeFi. Donc, plus de travail d'éducation, plus de travail d'onboarding. On travaille aussi avec les institutions. On a aujourd'hui 2 banques majeures qui testent Paraswap sous une format entièrement régulé. Donc, c'est comme une couche qui est sur Paraswap avec du KYC, AML, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. On ne s'attendait pas, je ne le voyais pas du tout arriver en 2019. Mais voilà, je dirais l'aspect retail et l'aspect institution qui grandit de jour après jour. Et cet aspect éducatif, c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en visioconférence. Mounir Benchemled, fondateur de Paraswap. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, l'assurance emprunteur, comment ça marche et quel est l'intérêt pour l'épargnant? Comme son nom l'indique, l'assurance emprunteur a pour objectif d'assurer, de protéger la personne qui réalise une demande de prêt. Prix, garantie, évolution du dispositif. Pour y voir plus clair, nos 2 invités aujourd'hui sont Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ludovic Cohen, directeur général adjoint d'April Santé Prévoyance, nous accompagne également. Bonjour. Merci d'être avec nous également aujourd'hui. Sandrine Alonier, dans la théorie, elle protège donc l'emprunteur, c'est ce qu'on vient de dire, cette assurance. Dans les faits, comment et de quoi elle le protège exactement?
Alors, l'assurance emprunteur protège l'emprunteur, mais aussi la banque. En fait, c'est une assurance qu'on souscrit au moment de prendre un crédit immobilier pour qu'en cas de décès ou d'invalidité, le crédit puisse continuer à être remboursé. En fait, c'est finalement la banque qui s'assure de finalement la pérennité du crédit, mais c'est aussi une façon de protéger les héritiers en cas de décès pour qu'ils n'aient pas à supporter la dette. Donc là, vous venez de nous parler de 2 cas, maladie, décès. En gros, c'est un peu ça, c'est de ça qu'elle protège. Oui, tout à fait. Soit en cas de maladie où on va avoir du mal à continuer à rembourser sa mensualité, ou bien en cas de décès, évidemment, pour protéger le conjoint survivant ou les héritiers. Voilà, ça permet à la personne qui survit de ne pas avoir l'intégralité du crédit à rembourser. Et c'est intéressant de le dire, évidemment, là on s'est placé du point de vue de l'épargnant, mais ça protège aussi évidemment celui qui prête. Ludivine Cohen, est-ce qu'on est obligé de souscrire à une assurance de prêt ou alors est-ce que c'est juste mieux de le faire finalement? Alors c'est en effet rendu obligatoire par la banque, donc ça peut être considéré vraiment comme une contrainte. Dans les faits, et comme vous le disiez, c'est une vraie protection pour l'emprunteur, pour sa famille. Juste pour caler, en cas de problème, ça peut être la vente du bien pour rembourser la banque. Donc ça protège la banque, ça protège l'emprunteur et plutôt ses héritiers d'une situation très très compliquée, de problèmes financiers, alors que la situation en elle-même est déjà très difficile. Mais donc pas obligatoire? Obligatoire, pas réglementairement, voilà. Mais rendu obligatoire par la banque. Et là, j'allais dire, dans ce cas précis, c'est une obligation qui me semble très très pertinente pour l'emprunteur et sa famille. Quelles sont les obligations justement pour l'emprunteur aussi quand il contracte une assurance? Alors, ça va être de fournir l'ensemble des informations à son assureur pour qu'il puisse lui proposer les meilleures garanties, les plus adaptées, en fonction de ce que demande la banque, mais également de sa situation personnelle. Et ça, on va y venir après sur avec qui il peut souscrire. Je pense que c'est vraiment cette bonne situation. Trouver les bonnes garanties, le bon tarif pour couvrir ce risque-là, et donc cette obligation faite par la banque. Les meilleures ou non, Sandrine Alonier, parce que là, on dit les meilleures garanties. En fonction de ce qu'on donne comme information sur nous aussi, on peut en avoir des moins bonnes, des garanties. Oui, mais alors c'est vrai que ce qui est très important, c'est de donner toutes les informations, puisqu'on ne sera couvert que sur la base des informations qu'on a dit. Par exemple, si vous fumez et que vous ne le dites pas, en cas d'incident de santé lié à la cigarette, vous ne serez pas couvert. Donc, il est vraiment très important de donner toutes les informations. Juste pour quand même expliquer l'assurance emprunteur, donc, quand on prend un crédit, on a 2 choix. Soit la prendre au sein de la banque, c'est ce qu'on appelle l'assurance groupe, et c'est évidemment fortement incité par les banques, puisque comme c'est elles finalement qui vont couvrir le risque, ça leur permet aussi d'avoir la main et de s'assurer que ces mensualités d'assurance sont bien versées chaque mois. Donc elles préfèrent, et c'est vrai que c'est aussi pour elles c'est vrai, une source de rentabilité importante. Et là, le deuxième choix, c'est ce qu'on appelle une délégation d'assurance ou une assurance individuelle via un autre assureur. Et là, souvent, on peut avoir des tarifs plus intéressants avec les mêmes garanties, en tout cas une assurance plus sur mesure. Et du coup, voilà, il y a ce choix, en tout cas, qui est inscrit dans la loi. Est-ce véritablement un choix qu'on peut faire ou comme vous dites, dans la pratique, les banques nous incitent quand même à souscrire auprès d'elles? Ces dernières années, on a eu des taux de crédit extrêmement bas, des records historiques. Et donc, pour compenser un peu les faibles marges sur le crédit immobilier, les banques incitaient fortement à prendre une assurance emprunteur, une assurance groupe. Elles ont aussi leur propre solution de délégation. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même tout un panel de solutions qui s'offrent à l'emprunteur. Et après, il va avoir aussi le choix des garanties et du niveau de couverture. Donc c'est vrai que ça peut paraître complexe comme ça et on est ravis de pouvoir expliquer ça à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Et justement, c'est vraiment ce choix de la délégation, puis j'y reviendrai, je vous donnerai un petit exemple, mais également du montant assuré. Quand vous empruntez 300 000 euros, la banque peut vous demander, par exemple, d'assurer 50% sur un assuré, 50% sur l'autre. Et c'est là où la question et l'accompagnement, notamment d'un courtier, peut être intéressant, parce que 50% de chaque côté peut ne pas être suffisant. En cas de situation difficile, comme je le disais, d'un décès, on peut se retrouver dans la même situation de vente du bien. Et si on prend pour se donner une idée de montant, si vous prenez un emprunt 300 000 euros, un couple de 40 ans qui emprunte sur 20 ans à 1%, alors on sait que les taux remontent, mais cette logique-là... Donc là, vous prenez le cas où on emprunte à 2. On emprunte à 2, qui est une situation assez courante. Courante, finalement. Et là, dans ces cas-là,
Si vous prenez, je ne citerai pas, mais un grand groupe bancaire, vous assurez 100% sur les 2 têtes, donc une très bonne couverture. Vous n'êtes pas loin de 28 000, 29 000 euros de coût sur les 20 ans. Vous prenez une assurance déléguée, alors, par exemple chez April, vous êtes à grosso modo la moitié de ce tarif-là. Donc c'est un gain de quasiment 15 000 euros sur ce cas-là. Et ça revient, le total des intérêts, c'est 31 000 euros sur ce dossier. Donc déléguer son assurance dans ce cas précis, c'est équivalent à passer de 1% à 0,5% de taux d'intérêt. On voit que la négociation ou la discussion, elle est au moins aussi intéressante, si ce n'est plus, sur le côté assurance plutôt que sur le côté crédit. Mais c'est intéressant cette question de coûts. Les coûts donc diffèrent et très souvent même de beaucoup. Exactement. Entre les différents organismes auprès de qui on va contracter ou non l'assurance emprunteur. Vous pouvez être du simple au double, voire du simple au triple sur des cas extrêmes. Et là, le cas que je prenais, ce n'est pas du tout un cas extrême, c'est un cas assez courant qu'on peut voir et que nous, on voit régulièrement chez nos courtiers et nos assurés. Donc réduire ce coût, Sandrine Alonier, pour le réduire, ce coût justement, plutôt faire appel non pas aux instituts financiers, c'est ça, c'est ce que vous disiez. Mais en plus, ça devient un vrai sujet, puisque aujourd'hui, on le sait, il y a des normes pour emprunter. On n'a pas le droit de dépasser 35% de taux d'endettement, assurance incluse. Donc, outre l'enjeu d'économie sur le coût total de son crédit, il y a ce vrai enjeu sur le taux d'endettement et faire baisser finalement sa mensualité d'assurance. Ça permet aussi de faire parfois passer le dossier tout en respectant les 35% d'endettement. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi l'autre sujet, c'est les taux d'usure, le taux maximum auquel on a le droit d'emprunter, enfin au-delà duquel on ne peut pas emprunter. Et ça aussi, c'est assurance incluse. Donc c'est vrai qu'en période de remontée des taux, au-delà du simple intérêt économique, prendre une assurance moins chère va parfois être le moyen et le seul moyen de réussir à emprunter. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Et je pense que ça va aussi amener davantage de concurrence, ou peut-être amener les banques aussi à baisser encore légèrement leurs tarifs, puisque si on veut que les crédits soient accordés, et c'est l'intérêt des banques, les banques ont des objectifs de production de crédit très élevés, elles veulent prêter autant que l'année dernière qui a été une année record, et ce malgré la remontée des taux. Du coup là, on a un petit peu des cartes qui sont en train d'être rebattues, et les banques qui vont devoir également faire un effort tarifaire pour pouvoir laisser les gens emprunter. Donc je pense qu'on va avoir pas mal d'évolutions de marché cette année. Je rebondis sur ce que vous dites, sur ce contexte de remontée des taux, un contexte inflationniste également. Favorable ou non favorable aux emprunteurs, ce contexte actuel ? Alors, pas favorable. Malheureusement, puisqu'on pouvait emprunter à 1% avec un bon dossier au début de l'année. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,30. Donc, pour un crédit de 300 000 euros, ça fait 40 euros de plus par mois. Donc, c'est vrai que c'est pas négligeable. Et on pourrait atteindre une hausse des taux de 0,50 points à la fin de l'été. Et dans ces cas-là, ce serait quand même 70 euros de plus par mois. Et surtout que ça impacte aussi la capacité d'emprunt. Et avec ces taux maximum au-delà desquels on ne peut pas emprunter, on a aussi de plus en plus de refus de prêt. On a 75% des agences vous financées qui, ces dernières semaines, ont fait face à un refus de prêt, soit à cause du taux d'usure, soit à cause du taux d'endettement. Et donc finalement, la question de l'assurance va vraiment redevenir centrale. Et on a vraiment, vous avez raison, il faut prendre le coût du crédit dans son intégralité, coût de l'assurance et coût des intérêts, puisqu'on était quand même arrivé dans une situation où parfois l'assurance était plus chère que les intérêts. Donc là, il faut que ça s'inverse. Ça, vous le constatez aussi en ce moment, cette difficulté plus importante pour contracter un prêt ? Alors, nous, on voit moins cette problématique de prêt, mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est des besoins supplémentaires d'aller chercher sur l'assurance, sur le prix de l'assurance, qu'il n'est plus possible de trouver sur le prix du crédit. Et ça, c'est valable pour les nouveaux prêts, c'est très intéressant. Mais si on prend en plus les prêts existants, avec la remontée des taux, la renégociation de crédit, ça va se tarir de façon très, très importante. Et donc demain, dans une logique pouvoir d'achat, l'assuré qui précédemment allait voir sa banque pour renégocier son prêt, et il y arrivait, et puis il pouvait gagner pas mal de points de base. Aujourd'hui, il peut changer, c'est ça ? Là, il va pouvoir le faire, il va devoir le faire sur l'assurance pour continuer à aller chercher ses économies, à aller chercher ce gain de pouvoir d'achat qu'il ne peut plus trouver sur le crédit pendant quelque temps. Alors, difficile de prévoir, mais en tous les cas, et c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, il y a des gains à aller chercher significatifs sur la partie assurance. Et c'est par cette reprise, cette renégociation de son contrat d'assurance qu'il va pouvoir aller le chercher. Renégocier son contrat d'assurance, oui, c'est un peu différent. Ludovic Cohen, est-ce qu'on peut changer son assurance ? Est-ce qu'on peut changer d'assurance emprunteur ? Alors, jusqu'à maintenant, on pouvait le faire dans les 12 premiers mois et à date anniversaire.
Et ce qui fait que vous aviez toutes les études montraient, il y avait une étude l'année dernière de Que Choisir qui montrait que 77% des gens se posaient la question quand est-ce que je peux changer. Avec la loi Lemoine au 1er septembre, en fait, la réponse sera simple, c'est tout le temps. Et ça permettra donc d'éviter cette question-là et de rentrer directement sur aller chercher les meilleures garanties. Alors je le redis sur la quotité, peut-être que c'est baisser le montant de l'assurance. Ça peut être aussi augmenter le montant couvert. Donc c'est un vrai choix qui peut être posé, toujours avec les limites sur les taux d'usure et taux de crédit. Oui, puisque C'est Que Choisir, vous en parliez justement, a publié une étude qui montre que ces nouvelles dispositions permettraient des économies pouvant aller de 5 000 à 15 000 euros sur la durée du contrat. Sandrine Alonier, oui, c'est à peu près de cet ordre-là, c'est ça ? Oui, tout à fait, puisque c'est ce qui a été dit tout à l'heure, que finalement, on peut avoir un tarif de base en assurance groupe à 30 000 euros et on pourra être moitié moins cher sur la délégation d'assurance. En plus, il y a dans le cadre de la loi, ce qui change également, c'est qu'il n'y aura plus d'obligation de faire un questionnaire de santé si on emprunte moins de 200 000 euros ou moins de 400 000 pour un couple en étant assuré à 50% sur chaque tête. Qu'est-ce que ça va changer, ça, exactement ? Alors, quelles étaient les conséquences finalement de ce questionnaire de santé et qu'est-ce qui va changer ? Oui, bonne nouvelle pour l'épargnant. Oui, les conséquences, c'est que souvent, si on avait un problème de santé, comme du diabète, du cholestérol ou même des problèmes plus graves, on avait une surprime d'assurance avec un taux d'assurance qui pouvait décoller et atteindre parfois plus de 1%. Donc ça, évidemment, c'était un gros frein à l'emprunt, surtout dans ces périodes-là de remontée des taux. Donc là, je dirais que ça tombe à pic, puisqu'on ne sera plus obligé de déclarer ce type de problème de santé et qu'on aura du coup des taux plus égalitaires. Sauf qu'il va bien falloir que quelqu'un prenne ce coût en charge et prenne ce coût du risque en charge. Et ça, c'est encore la question, est-ce que ça ne va pas être répercuté finalement sur les tarifs d'assurance ? Vous reviendrez sur ce plateau pour y répondre justement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir fait un peu la lumière sur ce dispositif d'assurance emprunteur. Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financier, et Ludovic Cohen, directeur général adjoint d'April Santé Prévoyance. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.